Quand j'ai ouvert les yeux sous la lumière blanche du service de réanimation, ma gorge brûlait et ma poitrine pesait comme une pierre. Mon regard a cherché un visage familier, mais seules les machines clignotaient autour de moi. Je suis Marie-Hélène, 68 ans, mère de 5 enfants élevés avec patience, douceur et sacrifice. Je me suis retrouvée allongée dans un lit d'hôpital après un infarctus survenu alors que j'étendais le linge dans mon jardin et une solitude glaciale a traversé tout mon corps. Une infirmière s'est approchée. Le badge accroché à sa blouse indiquait « Julie ». Sa voix douce a glissé dans l'air saturé d'odeur d'alcool médical. Elle m'a souhaité la bienvenue parmi les vivantes et m'a expliqué que les médecins attendaient mon réveil. J'ai voulu parler, mais ma voix est sortie en souffle brisé. J'ai demandé si mes enfants étaient là. Julie a hésité une seconde, ce mince silence qui annonce une mauvaise nouvelle. Elle a replacé mon oreiller avant de répondre que mes enfants avaient téléphoné, qu'ils avaient laissé des numéros et qu'ils rappelleraient pour prendre des nouvelles. Aucun n'était venu dans la salle de visite, même si les visites restaient possibles pour les proches directs. Mon cœur n'a pas faibli sous la maladie, mais il a faibli sous ce constat. Les jours suivants ont filé lentement, rythmés par les examens, les perfusions et les bruits des chariots dans le couloir. Chaque matin, chaque soir, j'ai demandé si quelqu'un de ma famille s'était présenté. Les réponses des soignants ont dessiné un tableau amer. Roger vivait une semaine cruciale dans son entreprise et se disait épuisé. Patricia expliquait, lors de chaque appel, que ses enfants étaient malades, que les microbes de l'hôpital représentaient un risque et qu'elle viendrait dès que possible. Lucas travaillait sur un chantier loin de la ville. Marc voyageait pour son entreprise. Céline avait promis de passer, puis avait annulé pour cause de journée trop chargée. Je me suis retrouvée face à une vérité brutale. Les enfants que j'avais portés, nourris, consolés, soignés, s'étaient transformés en adultes pressés qui considéraient leur mère comme une présence solide, disponible, mais accessoire. Chaque absence réveillait un souvenir précis. J'ai pensé aux nuits entières passées assises près du lit de Roger lorsqu'une forte fièvre menaçait de l'envoyer à l'hôpital. J'ai revu Patricia revenir chez moi après la rupture de son mariage avec ses 2 enfants et mes nuits passées sur un petit canapé pendant qu'elle retrouvait le sommeil dans mon lit. J'ai pensé aux études de Lucas, financées par mes économies, une monnaie d'échange silencieuse pour lui offrir un avenir digne. Julie venait régulièrement prendre ma tension. Elle a surpris mes larmes un matin, et un élan humain a traversé son regard. Elle a posé sa main chaude sur mon poignet froid, en murmurant que ce manque de présence était une injustice insupportable. Ce geste tendre, venu d'une jeune femme que je ne connaissais que depuis quelques jours, a agi comme un miroir. Je me suis vue dans son regard, et j'ai compris que mon cœur survivait à la maladie, mais que mon amour maternel se vidait dans un puits sans fond. Le 60e jour de mon hospitalisation a marqué ma libération médicale. Le cardiologue m'a annoncé que mon cœur s'était battu avec force et que je pouvais sortir. L'hôpital a appelé les numéros fournis par mes enfants pour organiser mon départ. Les heures ont passé. Aucun visage n'est apparu. Le téléphone du service d'accueil a enfin sonné et une standardiste a transféré l'appel dans ma chambre. La voix de Patricia s'est étalée dans l'air avec une légèreté cruelle. Elle m'a félicité pour ma guérison et m'a expliqué qu'elle vivait un tourbillon familial très compliqué. Roger se trouvait en réunion, Lucas en déplacement, Marc indisponible et Céline débordée. Elle m'a demandé si je pouvais rentrer chez moi en taxi et m'a rappelé que la clé de la maison se trouvait dans le pot de fleurs près de la porte. Elle m'a souhaité un bon repos, a promis de passer le week-end suivant et a raccroché. J'ai regardé mon sac posé sur la chaise. Mes vêtements propres attendaient, mon passeport aussi, glissé dans une petite pochette. Une certitude a traversé ma poitrine encore fragile. Mon retour à la maison ne réparerait rien. Mon retour à la maison m'enfermerait dans la même routine de solitude. Je me suis redressée lentement, déterminée à quitter cet hôpital sans retourner dans la vie qui m'avait brisée. Mon avenir ne se trouvait pas derrière la porte d'entrée de ma maison. Mon avenir se trouvait quelque part où l'on respire autrement. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites « Nous » en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Lorsque Julie a poussé la chaise roulante vers la sortie du service de réanimation,
L'air froid du couloir a glissé sur mes bras encore fragiles. Je portais les vêtements que ma voisine avait déposés lors de mon admission, des vêtements qui sentaient la maison, mais aussi l'abandon. Mon cœur battait plus vite que prévu, non pas à cause de l'effort, mais à cause d'une idée qui montait en moi comme une vague silencieuse. Julie m'a demandé si quelqu'un venait me chercher. J'ai répondu que mes enfants étaient occupés, une phrase qui me brûlait désormais comme une vérité coupante. Elle a serré les lèvres avec indignation, tandis qu'elle m'accompagnait jusqu'à l'entrée principale de l'hôpital. Je me suis retrouvée devant les portes vitrées qui s'ouvraient automatiquement, offrant un souffle de vent extérieur, le premier souffle libre après 20 jours d'enfermement médical. Les familles qui sortaient du bâtiment se serraient dans les bras, riaient parfois, pleuraient souvent, mais partaient ensemble. Je me suis tenue droite, seule, comme une silhouette oubliée dans une scène trop chaude pour mon froid intérieur. Julie m'a demandé si elle devait appeler un taxi pour me ramener à ma maison. Ma main s'est posée sur son poignet pour l'arrêter. Une décision venait de naître dans mon corps meurtri. Je ne voulais pas rentrer. Rentrer signifiait reprendre ma place dans une mécanique familiale où chacun utilisait mon temps, mon argent et mon affection sans jamais se demander quelle femme se cachait derrière la mère. Je voulais sortir de cette mécanique. Je me suis levée de la chaise roulante avec lenteur. Mes jambes tremblaient encore, mais une colonne de détermination soutenait ma posture. J'ai traversé l'esplanade située devant l'hôpital et j'ai levé la main pour arrêter un taxi. Le chauffeur m'a observé avec une douceur polie et m'a aidé à entrer. Je lui ai donné une adresse que je n'avais jamais dite à personne. Je n'ai pas demandé d'aller à ma maison. Je lui ai demandé de m'emmener à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Le chauffeur a jeté un regard surpris dans son rétroviseur, puis a hoché la tête sans poser de questions. Le trajet a été silencieux. Je sentais la liberté se mêler à la peur dans une danse étrange. Je vivais un moment irréversible. Lorsque le taxi m'a déposé devant le terminal, j'ai senti la vibration particulière des lieux où les vies changent de direction. Des tableaux d'affichage clignotaient, des voyageurs marchaient vite, des enfants tirèrent des valises. Je suivais ce mouvement avec une énergie encore fragile, mais je savais que je devais avancer. Mon sac pesait peu, mais la décision qu'il contenait pesait lourd. Mon passeport se trouvait dans la pochette intérieure. Mon épargne secrète, accumulée pendant de nombreuses années de renoncement, me donnait une autonomie inattendue. J'ai rejoint le comptoir d'une compagnie aérienne. La jeune femme derrière l'écran m'a regardée comme si j'étais une grand-mère perdue. Sa voix mielleuse a demandé si elle pouvait m'aider. Ma voix s'est élevée sans trembler. J'ai demandé un vol pour la ville de Lisbonne, départ le plus proche possible, billet aller simple. Elle a tenté de me convaincre de choisir une date plus lointaine, moins chère. Elle a parlé de tarifs flexibles, de politique de remboursement, de petits avantages. Je n'ai pas voulu attendre. Je voulais partir ce jour même. Le prix annoncé atteignait une somme importante en euros, l'équivalent d'1 mois de dépenses domestiques. Je n'ai pas reculé. J'ai sorti ma carte bancaire, celle que mes enfants ne connaissaient pas, associée à mon assurance vie personnelle. Le paiement a été accepté immédiatement. La jeune femme m'a regardé avec un respect nouveau, non pas pour la somme dépensée, mais pour la détermination évidente. Avec mon billet en main, j'ai cherché un endroit calme pour m'asseoir. Une brasserie lumineuse offrait une vue sur les pistes. J'ai commandé un plat que je n'aurais jamais commandé auparavant, un pavé de saumon avec une coupe de vin blanc. Le premier verre a glissé dans ma gorge comme un liquide de renaissance. J'ai allumé mon téléphone. Les notifications ont éclaté dans un flot ininterrompu. Les messages de mes enfants ne parlaient pas de mon état de santé, ne contenaient aucune question sincère. Patricia réclamait de garder un de ses enfants le lendemain. Roger demandait un transfert d'argent pour combler une urgence dans son entreprise. Lucas voulait emprunter la maison de vacances pour un week-end entre amis. Aucun n'évoquait les 20 jours où j'avais traversé un couloir entre la vie et la mort. Un feu glacé a envahi ma poitrine. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai retiré ma photo de profil et j'ai supprimé l'information de dernière connexion. J'ai levé les yeux vers la vitre. Mon reflet fatigué observait la piste d'atterrissage. Je me suis dit que je n'étais plus une femme brisée. Je devenais une femme en mouvement. L'annonce du vol pour Lisbonne a retenti. Je me suis levée. J'ai marché vers la porte d'embarquement avec la sensation d'avancer vers une version de moi que je ne connaissais pas encore.
Lorsque mon téléphone a vibré une dernière fois avec le nom de Patricia affiché, j'ai murmuré une phrase simple avant d'éteindre l'appareil. Aujourd'hui, c'est moi qui suis occupée. Puis j'ai quitté la France sans me retourner. Lorsque j'ai ouvert les yeux dans la chambre de l'hôtel au petit matin, la lumière dorée traversait le rideau léger et dansait sur le sol. Pendant une seconde, mon esprit a cru entendre le bip incessant des machines de réanimation. Une bouffée de panique a traversé ma poitrine, puis j'ai reconnu le parfum du linge propre, la douceur du matelas, le silence rassurant d'un lieu qui ne m'appartenait pas encore, mais qui m'accueillait. Je me trouvais à Lisbonne. Je me trouvais loin de toutes les obligations qui avaient grignoté ma vie. Je me trouvais vivante. J'ai ouvert la fenêtre. Le vent frais du matin apportait l'odeur du Tage, un mélange discret de sel, d'eau et de ville ancienne. Je me suis avancée vers le miroir et j'ai vu un visage qui n'avait plus la couleur de la maladie. Mes joues reprenaient un peu de vie. Mon regard portait une fatigue profonde, mais aussi une forme de lumière inattendue. Je me suis dit que la femme que je voyais n'était plus seulement une mère. Elle redevenait une personne. Je suis descendue prendre le petit déjeuner dans la salle lumineuse du rez-de-chaussée. Le buffet proposait des fruits, des fromages, des pains chauds, du café crémeux. Je me suis servie comme si je découvrais le monde après un long hiver. J'ai pris un pastel de nata encore tiède et une tasse de cappuccino. Chaque bouchée avait la saveur simple de la liberté. Je n'avais pas de repas à préparer, pas de lessive à lancer, pas de liste de courses à organiser. Je pouvais simplement exister. J'ai rallumé mon téléphone. L'écran s'est illuminé sous une avalanche de messages, d'appels manqués et de notifications. Les groupes de conversation bruissaient de suppositions alarmistes. Le groupe familial, intitulé « Famille unie », ironie pure, débordait de phrases qui me heurtaient. Personne ne demandait comment je me sentais. Personne ne parlait de peur, d'amour, de soulagement. Il demandait si je comptais revenir pour garder les enfants, si je voulais bien payer une facture, si j'avais bien quitté ma maison volontairement. Patricia se plaignait de la honte que lui causait ma disparition. Roger craignait que la police m'ait retrouvé dans un état de confusion. Lucas évoquait la possibilité que je sois victime d'une escroquerie. Aucun ne parlait de mon cœur, ni de mes 20 jours allongés dans un lit froid. J'ai reposé le téléphone et j'ai senti une colère calme se former dans mon ventre, une colère lucide. Je n'allais pas répondre. Je n'allais pas justifier chaque geste de ma vie. Je n'allais pas retourner dans leurs bras seulement pour redevenir servante. J'ai terminé mon café, puis je suis sortie marcher. J'ai descendu la Rua Augusta, entourée de touristes et de Lisboètes, allant travailler. Personne ne me connaissait, personne ne m'attendait, et ce vide me permettait enfin de respirer. J'ai aperçu une boutique de vêtements élégants. Je suis entrée, et une vendeuse m'a saluée avec chaleur. Sur un portant, un manteau rouge vif semblait attendre une femme qui se choisirait enfin. Je l'ai essayé. Le tissu en cachemire glissait sur mes bras comme une caresse longue. La vendeuse a souri. J'ai acheté le manteau et une paire de bottes confortables. Payer avec ma propre épargne, sans penser aux besoins de mes enfants, provoquait une sensation étrange, presque coupable, mais terriblement juste. Je me suis installée dans un café en terrasse, avec le boulevard animé devant moi. J'ai demandé un verre de vin blanc et j'ai demandé à un jeune homme de me prendre en photo. Je voulais garder l'image de cette femme assise, manteau rouge, verre levé, sourire naissant. J'ai publié la photo sur mes réseaux sociaux. J'ai écrit une phrase simple. On m'a dit que mes enfants étaient trop occupés pour venir me voir. Je suis venue occuper ma propre vie. Ne me cherchez pas, je vis. Le résultat a été immédiat. Mon téléphone a vibré sans cesse. Patricia m'accusait d'être irresponsable. Roger exigeait que je l'appelle immédiatement. Lucas voulait savoir avec quel argent j'étais partie. Je regardais leurs mots défiler comme des gouttes acides. Je n'allais pas replonger dans ces chaînes invisibles. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert l'application de ma banque. Une alerte m'attendait. Il s'agissait d'une tentative de connexion suspecte provenant d'un appareil non autorisé. Le conseiller bancaire avait bloqué l'accès. J'ai immédiatement appelé ma banque en France. Le conseiller m'a reconnu. Il m'a expliqué que mon fils Roger avait signalé une disparition inquiétante et demandé une vérification de mes comptes. Je lui ai annoncé, d'une voix parfaitement claire, que je me trouvais en plein voyage volontaire, en pleine possession de mes moyens.
Je lui ai demandé de supprimer toutes les procurations et toutes les cartes supplémentaires liées à mes enfants. Le conseiller a confirmé la mise à jour et m'a souhaité un excellent séjour. Je suis retourné me promener en longeant le fleuve. Le crépuscule teintait l'eau de couleur violette. Une femme âgée qui avait failli mourir quelques jours plus tôt regardait le fleuve avancer sans hésitation. J'ai senti une présence près de moi. Un homme âgé, portant un manteau sombre, m'a offert un sourire bienveillant. Il s'appelait Antonio. Il avait remarqué mes yeux humides malgré mon sourire. Nous avons parlé de la beauté de Lisbonne. Je lui ai confié que mes enfants avaient alerté la police en France. Il a levé un sourcil amusé. Il était avocat retraité. Il savait parfaitement comment aider une femme qui voulait protéger sa liberté. Je lui ai souri. Une nouvelle étape de ma vie commençait au bord du Tage. Le matin suivant, j'ai accompagné Antonio jusqu'à son petit cabinet situé dans une rue tranquille de Lisbonne. La pièce sentait le bois ancien et le café chaud. Des dossiers classés méthodiquement s'alignaient sur les étagères. Il avait conservé ce lieu pour quelques affaires ponctuelles, surtout par plaisir d'aider des gens plutôt que pour gagner de l'argent. Je me suis assise face à lui, les mains encore tremblantes. J'avais quitté la France libre, mais les messages affolés de la veille révélaient une nouvelle menace. Mes enfants craignaient de perdre le contrôle de ma vie et de mes biens. Ils avaient déjà signalé ma disparition à la gendarmerie, évoqué l'éventualité d'une manipulation et même prononcé les mots « mise sous tutelle ». Ces mots me glaçaient. Une tutelle signifie que l'on estime qu'une personne n'est plus capable de gérer ses propres affaires. Je savais exactement ce que mes enfants visaient. Ils voulaient empêcher mon indépendance et reprendre la main sur mon patrimoine. Antonio m'a demandé de raconter chaque détail depuis ma sortie de l'hôpital. Je l'ai fait calmement. Il a hoché la tête avec sérieux, puis il m'a expliqué la voie légale. Toute mise sous protection en France nécessite des preuves médicales, des éléments concrets indiquant une incapacité durable. Or, je venais de traverser seul un aéroport, j'avais acheté un billet, réservé un hôtel, communiqué de manière cohérente avec plusieurs personnes. Rien ne permettait de m'accuser de vulnérabilité. Les démarches abusives de mes enfants pouvaient même se retourner contre eux. Il m'a conseillé de rédiger une déclaration formelle attestant de ma lucidité, de mon intention volontaire de voyager et de mon refus de tutelle. Il fallait transmettre cette déclaration au consulat de France à Lisbonne, ainsi qu'à un avocat en France pour clôturer immédiatement la procédure de disparition inquiétante. J'ai signé le document d'une main ferme. Antonio l'a tamponné, puis a pris en photo chaque page pour les envoyer aux autorités françaises compétentes. La gendarmerie recevrait bientôt la confirmation que je me trouvais saine, vivante et autonome. Une vague de soulagement a glissé dans mon corps. J'ai inspiré profondément, comme si je sortais d'une eau trouble. Antonio m'a offert un café, puis il m'a conseillé de reprendre la main psychologiquement. Selon lui, mes enfants n'accepteraient jamais cette liberté si je restais silencieuse. Il fallait leur parler, mais selon mes conditions. Je me suis sentie soudainement forte. Je n'allais plus être la mère qui attend qu'on lui accorde quelques minutes. Je n'allais plus être celle qui répond immédiatement aux demandes, aux colères ou aux caprices. Je n'allais plus être leur refuge automatique. En rentrant à l'hôtel, j'ai ouvert le groupe familial et j'ai écrit un message très court. Conversation en vidéo à 14h, heure de Paris. Présence obligatoire. Les absents seront exclus de toute décision concernant le patrimoine. Le mot patrimoine possède un pouvoir étonnant. Il fait courir même ceux qui se disent débordés. Je le savais et je l'ai utilisé sans honte. L'heure venue, j'ai installé mon téléphone sur la petite table du balcon de ma chambre. Lisbonne s'étendait derrière moi dans une lumière dorée. J'ai enfilé mon manteau rouge, celui qui me rappelait chaque minute que ma vie m'appartenait de nouveau. L'appel s'est lancé et les visages ont apparu un à un. Roger était rouge de colère, assis dans son bureau. Patricia semblait débordée, un enfant pleurant quelque part hors champ. Lucas affichait un mélange de fatigue et d'irritation. Marc et Céline, absents depuis des mois, étaient soudain parfaitement disponibles. Ils ont commencé à parler tous en même temps. Ils réclamaient des explications. Ils me reprochaient ma fuite, mon silence, ma publication sur les réseaux sociaux. Roger criait que j'avais provoqué un scandale dans la famille.
Patricia pleurait en répétant que je les avais humiliés. Lucas demandait avec quel argent j'étais partie. Marc exigeait que je rentre pour rétablir l'ordre. Céline affirmait que mon comportement prouvait une fragilité inquiétante. J'ai laissé ce torrent se vider pendant quelques longues minutes. Je les regardais calmement, comme on observe une tempête derrière une vitre. Leur agitation ne m'atteignait plus. Lorsque le silence est revenu, j'ai parlé d'une voix posée. Je leur ai annoncé que j'étais en parfaite santé mentale et que les autorités françaises en avaient été officiellement informées. Je leur ai appris que toutes les procurations avaient été supprimées auprès de ma banque. Je leur ai expliqué que je refusais désormais de financer leurs dépenses personnelles, que je ne paierais plus les abonnements, les cours, les assurances, ni aucun frais lié à leurs responsabilités d'adultes. Je leur ai annoncé que la maison familiale serait mise en location et que le studio du jardin devrait être libéré dans un délai raisonnable. Je leur ai dit que je souhaitais vivre, voyager, découvrir le monde avec les années qu'il me restait. Ils m'ont supplié, menacé, interrogé, mais je restais droite. Je n'élevais pas la voix. Je leur ai simplement rappelé que lorsque j'étais allongée en réanimation, aucun ne s'était présenté. Pas un seul. J'ai clôturé l'appel d'un geste simple. Mon doigt a touché l'écran. Leur vacarme s'est éteint. J'ai regardé Lisbonne sous la lumière douce du soir. J'avais gagné la première bataille. Ils avaient tenté de me faire interdire. Moi, je venais de m'autoriser à vivre. Les jours qui ont suivi cette vidéoconférence ont ressemblé à une étrange accalmie. Mes enfants avaient compris que la loi française ne soutiendrait aucune mise sous protection injustifiée. Le consulat avait confirmé ma lucidité, la gendarmerie avait clos la procédure de disparition inquiétante et mon conseiller bancaire m'avait félicité pour ma décision de reprendre le contrôle de mes comptes. Je marchais dans les rues de Lisbonne avec la sensation de retrouver des muscles qui dormaient depuis trop longtemps. Ma liberté ne dépendait plus de leur validation. Elle dépendait de mon souffle, de mes pas, de ma volonté. Un matin, Julie, l'infirmière du service de réanimation, m'a envoyé un message. Son frère, journaliste, souhaitait raconter mon histoire dans un article consacré aux femmes âgées qui portent leur famille sur les épaules sans jamais demander de l'aide. J'ai accepté immédiatement. Je ne cherchais pas la célébrité, mais je voulais que d'autres femmes sachent qu'il existe une sortie, même tardive, même douloureuse. Le journaliste m'a appelé pour une longue conversation. J'ai décrit mon infarctus, mon réveil seul dans une chambre froide, mes 20 jours d'attente, puis ma fuite. Il a promis de respecter ma dignité et d'épargner l'identité de mes enfants. Une mère peut se montrer ferme, mais une mère n'a pas envie de jeter ses propres enfants en pâture au public. Lorsque l'article est paru, le site a connu une affluence telle qu'il est devenu difficile de l'ouvrir. Les commentaires affluaient par centaines. Des femmes racontaient leur propre silence, leur propre renoncement, leurs propres blessures. Je lisais leurs mots avec une émotion vaste. Chaque phrase ressemblait à un miroir que je n'avais jamais voulu regarder. Une femme de 75 ans racontait qu'elle n'avait plus reçu de visite depuis 6 mois. Une autre expliquait qu'elle gardait 3 petits-enfants tous les week-ends pendant que sa fille voyageait. Une troisième avouait qu'elle n'avait jamais osé dire non à son fils de peur d'être jugée égoïste. Ces récits me touchaient profondément. Je reconnaissais mes douleurs dans les leurs. Un soir, alors que je dînais avec Antonio dans un petit restaurant de l'Alfama, j'ai senti quelque chose changer dans mon esprit. Je ne voulais plus être seulement la femme qui avait survécu. Je voulais devenir une voix. J'ai expliqué à Antonio que je désirais créer un espace pour parler aux femmes de mon âge. Il a souri, fier de cette énergie nouvelle. Il a évoqué sa petite fille, étudiante en communication, qui adorait les réseaux sociaux. Le lendemain, la jeune fille est venue me rencontrer dans un café lumineux. Elle a proposé un nom simple et tendre pour un compte en ligne, « Grand-mère en liberté ». Le nom m'a touché immédiatement. Les premières vidéos étaient modestes. Je m'asseyais sur un banc ensoleillé et je parlais en face de la caméra. Je racontais ce que signifie dire non sans culpabilité, ce que cela coûte d'être toujours disponible, ce que cela rapporte de se choisir tard dans la vie. Je ne cherchais pas l'effet dramatique. Je voulais seulement être vrai. Les réactions ont été immédiates. Le nombre d'abonnés montait chaque jour, des femmes envoyant des messages privés pour décrire leur solitude ou leurs espoirs. Certaines,
racontaient qu'elles rêvaient de prendre un train sans prévenir personne. D'autres confiaient qu'elles pensaient divorcer, déménager ou simplement se reposer. Avec le soutien d'Antonio, j'ai commencé à voyager davantage. Nous avons visité Rome, Venise, puis Paris. Je filmais quelques minutes chaque jour. Je parlais de renaissance, de maturité, de dignité. La petite fille d'Antonio montait les vidéos avec talent, leur donnant un rythme doux. Je recevais une rémunération grâce au partenariat et à la vente d'un petit livret numérique que j'avais écrit. J'utilisais cet argent pour vivre, mais aussi pour faire des dons à des associations dédiées aux personnes âgées isolées. Donner pour aider, et non pour être aimé, était une sensation nouvelle et puissante. Pendant ce temps, mes enfants vivaient les conséquences de leur dépendance. La voisine Nadine m'apprenait tout, presque avec un plaisir coupable. Roger avait été contraint de vendre sa voiture coûteuse pour combler un déficit de trésorerie. Sans mon soutien financier, son entreprise révélait ses failles. Patricia travaillait désormais dans une crèche. Elle passait ses journées à calmer des enfants et à essuyer des larmes. Elle comprenait peut-être enfin la charge que j'avais portée. Lucas m'avait envoyé un message surprenant. Il avait trouvé un emploi dans une librairie du centre. Il avait loué un petit studio et avait acheté une cafetière avec sa première paie. Pour la première fois de sa vie, il avançait. Un message particulier m'a ému. Il contenait une photo de lui préparant un café. Il m'avait écrit « Je ne sais pas encore faire grand-chose, mais je sais préparer ce café fort que tu aimes. » Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Mes yeux s'étaient embués. Je n'avais jamais cherché à punir mes enfants. Je voulais simplement leur montrer ce qu'ils ne voyaient plus. Mon absence avait joué ce rôle mieux que n'importe quelle leçon. Je marchais ce soir-là sur les bords du Tage. Ma vie prenait une direction inattendue. Je n'étais plus la mère ressource, la mère disponible, la mère silencieuse. Je devenais une femme qui inspire d'autres femmes à se lever. Le monde pouvait bien continuer à tourner sans moi, mais moi, je ne tournais plus autour de personne. Je me tournais vers ma propre lumière. Demain, un nouvel horizon m'attendait. Peut-être Paris encore, peut-être la Grèce, peu importait. Je n'appartenais plus qu'à mon propre chemin. 1 an avait passé depuis ma fuite silencieuse vers Lisbonne. Pendant cette année, j'avais voyagé avec Antonio, j'avais écrit, j'avais rencontré d'autres femmes qui m'avaient confié leurs blessures et leur renaissance. J'avais appris à me lever sans obligation, à marcher sans urgence, à aimer sans me sacrifier. Je vivais dans un monde que je n'aurais jamais imaginé atteindre à mon âge, un monde où ma liberté ne dépendait plus de personne. Lorsque mon éditeur a annoncé que mon livre papier allait paraître en France, j'ai accepté de revenir pour un court séjour. Le lancement aurait lieu dans une grande librairie de Paris. Je sentais mon cœur battre avec la même intensité que le jour où j'avais posé le pied à l'aéroport pour fuir. Ce retour n'était pas un recul. Ce retour représentait une victoire. Le soir de l'événement, la librairie débordait de chaleur humaine. Des femmes de tout âge tenaient mon livre contre leur cœur. Certaines essuyaient des larmes, d'autres riaient en retrouvant dans mes mots un morceau de leur propre histoire. Antonio me tenait la main discrètement. Je portais une robe bleu nuit qui soulignait ma nouvelle assurance. Lorsque je me suis installée pour signer les premiers exemplaires, un silence admiratif s'est répandu autour de moi. Je ne me sentais ni star, ni héroïne. Je me sentais simplement vivante. Les minutes s'écoulaient, rythmées par les merci, les sourires, les confidences murmurées. Puis une agitation subtile a traversé la salle. Des silhouettes familières se tenaient près de l'entrée. Mes enfants. Roger marchait en tête, épaules basses, visage marqué par l'effort. Patricia avançait lentement, les yeux rougis. Lucas serrait un livre dans sa main. Je me suis raidie, prête à me protéger, mais leur démarche n'avait rien de menaçant. Ils semblaient rétrécis par la vie, comme si l'année écoulée les avait obligés à regarder leur propre manque. Roger a approché la table. Il a posé son exemplaire devant moi. Sa voix tremblait légèrement. « Bonjour, mère. » Je l'ai observé calmement. Il a inspiré profondément. « Je suis venu demander pardon. Je croyais que tout te serait toujours acquis. J'ai lu ton livre. J'ai vu ce que je n'avais jamais voulu voir. » Il a baissé les yeux. Patricia s'est avancée. « Je suis désolée, mère.
Je disais que j'étais débordée, mais je n'étais pas trop débordée pour exiger ta présence. J'ai découvert ce que signifiait travailler vraiment. J'ai découvert mon propre égoïsme. Lucas a levé son livre. Je voulais que tu signes celui-là pour moi. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas demandé d'argent. Je te le promets. Je les écoutais avec une tendresse prudente. Ils n'étaient pas devenus parfaits. Ils étaient devenus humains. Je ne voulais pas réécrire le passé. Je voulais simplement leur montrer le présent. Je leur ai souri, doucement, mais fermement. Je ne reviendrai pas vivre en France. Ma maison est le monde, et ma vie m'appartient. Patricia a hoché la tête, résignée mais sincère. Roger a accepté ma décision avec un mélange de fierté et d'humilité. Lucas a essuyé une larme. Je me suis penchée pour signer leur livre. Sur la page de garde, j'ai écrit une phrase simple. L'amour est une circulation, non un puits. Merci de marcher enfin par vous-même. Ils ont voulu m'embrasser. Je les ai laissés. Pas pour effacer la douleur passée, mais pour reconnaître qu'ils avaient commencé un chemin différent. Ils se sont éloignés et la file d'attente a repris. La prochaine lectrice, une femme de 70 ans, m'a dit d'une voix émue « Vous m'avez donné le courage d'exister. » J'ai répondu « Le courage commence lorsque l'on cesse d'attendre l'autorisation des autres. » Cette nuit-là, dans la chambre de l'hôtel, j'ai ouvert la fenêtre. La ville scintillait sous le ciel parisien. Antonio est entré avec 2 verres de vin rouge. Il m'a tendu le sien avec un sourire. « À quoi veux-tu porter un toast, Marie-Hélène » Je me suis tournée vers mon reflet dans la vitre. Je voyais mes rides, mes cheveux gris, mes épaules droites, mes yeux brillants. Je me suis vue entière. « À la reconquête de soi », ai-je répondu. Car partir est facile, se retrouver, voilà la vraie victoire. Nous avons trinqué doucement. Au loin, la ville vibrait. J'avais passé des années à attendre que quelque chose change autour de moi. Il avait suffi d'un geste. Quitter ce qui m'étouffait pour respirer à nouveau. Je me suis installée sur le rebord de la fenêtre. Le vent frais me caressait la peau. Je savais qu'au matin, je reprendrais l'avion avec Antonio. D'autres pays m'attendaient, d'autres femmes m'attendaient, d'autres versions de moi m'attendaient. Je ne savais pas encore ce que les prochains mois me réservaient, mais je savais que je n'étais plus la mère épuisée retenue par la culpabilité. Je n'étais plus un refuge automatique. Je n'étais plus une présence que l'on utilise. Je suis devenue la protagoniste de ma propre vie. Et tant que mon cœur continuerait à battre, je marcherai vers de nouveaux horizons. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait ? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.